Bonjour à tous, Bonjour à tout le monde. bienvenue dans ce dernier webinaire de l'année avec Asphalt. Bienvenue Camille, bienvenue Adrien, bienvenue Patrick, bienvenue Karim. Bienvenue à tout le Euh, monde. Alors, comme d'habitude, pour ceux qui ont la chance de nous suivre tous les mois, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat. Alors, vous allez voir à votre droite, vous avez les questions et le chat, vous pouvez vous présenter. C'est toujours intéressant de savoir qui vous êtes et ce que vous faites. Et tout au long du webinaire, vous allez avoir nos intervenants. Donc aujourd'hui, on reçoit notre premier invité qui est Adrien Lelièvre, donc qui est journaliste aux Échos sur toute la partie mobilité. Donc vous avez souvent peut-être la chance de le suivre. Karim Slaoui qui est fondateur de Cowboy, donc Cowboy marque de smart bike, marque belge, et Patrick Guinard, président de l'APIC. Alors, Patrick fait pas mal de choses, donc il est aussi administrateur de l'Union Sport et Cycle. Il a une entreprise qui s'appelle Velox et tu en as une autre qui s'appelle Théa. C'est ça, si j'ai tout à peu près fait le tour. Spécialité théâtre. Spécialité théâtre. Spécialité Théa, très bien. En tout cas, enchanté et merci d'être aujourd'hui parmi nous. Encore un thème assez intéressant qui est la révolution industrielle fulgurante du vélo. Donc, on a voulu avoir trois invités qui sont sur différents thèmes, mais qui reviennent toujours sur la mobilité et le vélo. Donc, on va en parler aujourd'hui. Je vais laisser, avant de commencer, bien évidemment, Jean-François qui va vous parler des nouvelles, de quelques nouvelles d'Asphalt avant de commencer. Donc, comme d'habitude, hein, on part sur le décryptage avec nos invités, découvrir un petit peu ce que font nos invités et le thème du jour pour rentrer un peu plus dans le sujet et bien évidemment poser vos questions et on partagera ensemble pour finir ce webinaire. Donc, ce sera le dernier de l'année. Et donc, Jean-François va prendre la parole pour vous présenter ceux de la rentrée pour 2022. J'espère que, en tout cas, vous êtes toujours contents de nous suivre et d'apprendre toujours plus de choses. Merci en tout cas de votre fidélité. merci Camille et bonjour à tous, rebonjour à tous et merci à nos trois intervenants de choix de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette dernière édition. Je vais faire très rapide sur deux informations liées à Asphalt. Tout d'abord, un petit cadeau de fin d'année, c'est la saison, hein, c'est le calendrier de l'Avent qui a commencé hier, donc on a oublié nos bonnets de Père Noël, mais on s'oriente vers Noël. On a lancé un concours au sein d'Asphalt qu'on appelle le concours ambassadeur, qui vous permet de gagner, tiens, un cow-boy, Karim, ça va te faire plaisir, et puis un Voltaire, qui sont aussi nos deux vélos stars au sein d'Asphalt. Ça fait partie des vélos les plus plébiscités par nos clients. C'est quoi ce concours? C'est qu'en fait, tout à chacun peut devenir ambassadeur du vélo de fonction dans son entreprise. Vous participez, on va vous aider à trouver tous les bons arguments pour aller convaincre votre entreprise à déployer le vélo de fonction. Et si on le fait, ben vous gagnez un de ces deux vélos. Vous serez tiré au sort. Il y aura plusieurs tirages au sort dans l'année pour cela. Donc pour participer, c'est tout simple. Soit vous prenez votre téléphone, vous scannez le QR code que vous avez en face de vous, ou alors, on va faire quelque chose d'hyper technologique, c'est que je vais vous partager un lien, ça va être fantastique. Accrochons-nous. Un petit lien d'inscription que je vous partage à l'écran. Paf. Et donc, n'hésitez pas. Vous pouvez ouvrir la fenêtre de côté sur votre navigateur et participer tout à l'heure parce que on va raconter plein de trucs intéressants, même s'il y en a que pour à peu près 30 secondes pour s'inscrire. Mais comme ça, vous avez toutes les informations pour vous inscrire. Ce concours va durer toute l'année à venir. Dernière chose que je voulais vous partager et qui introduit notre sujet d'industrialisation. En fait, toute cette année, on a vu aussi, nous, au sein de notre métier du vélo en entreprise, on va dire, du vélo B2B, les choses se structuraient de manière très rapide, fulgurante, et c'est ce qui nous a inspiré ce thème aujourd'hui.
à tel point que nous avons lancé une nouvelle plateforme Asphalt, une plateforme qui s'appelle Arambert. Alors les passionnés de vélo, ça va sonner quelque part, ils vont dire tiens, ils sont spécialistes des fautes d'orthographe chez Asphalt, ils nous ont marqué Arambert avec un A. Oui, on a fait Arambert avec un A parce qu'on voulait pouvoir déposer cette marque, et donc c'est en référence à la tranchée d'Arambert du Paris-Roubaix. C'est notre plateforme à disposition de tous les opérateurs autour du vélo, en entreprise spécialement, mais on a souhaité, parce qu'on a été sollicité par différents acteurs, vous savez que depuis le début, Asphalt travaille notamment avec ALD Automotive, le leader mondial de la voiture de fonction en entreprise, qui distribue l'offre ALD Bike, qui est propulsée par Asphalt et qui en fait est propulsée par Arambert. Arambert, c'est 3 piliers dans notre plateforme. C'est de la technologie, des produits et du service. La technologie, c'est toute notre plateforme qui permet de gérer du leasing, on va dire, pour faire court, de vélo. Donc tout ce qui va être l'expérience utilisateur entreprise, expérience utilisateur côté collaborateur de l'entreprise, mais aussi la capacité à packager des contrats de service. Donc c'est une plateforme tech qui est très puissante et qui aujourd'hui peut fonctionner en marque grise et en marque blanche pour d'autres, qui peuvent être des opérateurs de location longue durée, qui peuvent être des distributeurs B2B, qui peuvent être directement des marques. Un petit clin d'œil à Karim, si tu veux faire du leasing B2B directement, on est capable de vous aider maintenant chez Cowboy, avec cette plateforme Arambert. Et également une plateforme d'achat de produits, parce que vous aviez vu lors d'un de nos webinaires, on a une vraie, au final, centrale d'achat structurée chez Asphalt, autour d'Arnaud Aléry, qui est cofondateur et qui doit être un des acheteurs qui a acheté le plus de vélos en France ces 20 dernières années, parmi ses différents postes, que ce soit chez Alltrix ou chez Decathlon ou chez Sport 2000. Et cette capacité d'achat, on la met aussi à disposition d'autres acteurs qui souhaitent disposer de cette plateforme dans un environnement assez pénurique actuellement. Et dernier point, c'est qu'on a tissé un écosystème de services qui permet de livrer, opérer, dépanner, assister, assurer des vélos partout en France. On vous parlera très bientôt dans les prochains jours qu'on commence aussi à aller un petit peu outre-mer. Je tease une info qui va arriver. Et cela, on permet aussi à d'autres acteurs de faire levier de ce réseau que nous avons tissé. Donc voilà, cette plateforme s'appelle Arambert et je vais encore utiliser cette magnifique technologie pour vous envoyer le lien vers son petit site de présentation. Si parmi vous, il y a des gens qui ont envie d'en parler, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et voici le lien. Check. Voilà, j'avais dit que j'allais faire court, j'ai fait court. On va passer à cette phase de décryptage de ce qui a pu se passer ces 18-24 derniers mois autour du vélo. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Adrien de nous rejoindre. Et merci beaucoup, Adrien, de nous rejoindre sur ce webinaire. Adrien est passionné de la mobilité depuis des années et aujourd'hui, on embrassé tout le sujet startup au sein des échos, mais reste spécialisé sur le monde de la mobilité. Et donc, il a un regard intéressant, multifacette sur ce monde. Je vais te laisser te présenter rapidement, Adrien, et puis commencer à brosser. Puis après, je viendrai brosser l'environnement que tu as vu, et puis je viendrai te poser quelques questions. Donc oui, je m'appelle Adrien Lelièvre, je suis journaliste aux Échos et je suis en partie les startups de mobilité. Moi, pour commencer, ce qui me frappe, c'est qu'il y a une augmentation très significative de la pratique du vélo depuis 2 ans. Il y a un vrai effet Covid qui a accéléré les usages. C'est vrai dans des grandes villes comme Paris ou Bruxelles où j'étais récemment, mais c'est aussi le cas dans des villes de taille plus moyenne. Donc je pense que ça, c'est plutôt une bonne chose. On voit qu'il y a une appétence pour les citadins pour le vélo et ça se traduit très concrètement dans les chiffres de vente. On parle de révolution industrielle, mais c'est aussi parce que il y a des gens qui sont de plus en plus prêts à acheter des vélos. Rien que pour la France, en 2020, on est à 614 000 vélos vendus, vélos électriques. Donc c'est une hausse de quasiment 30%. Et je pense que pour 2021, les chiffres dépasseront peut-être la barre des 600 000. Donc tout ça, c'est très, très, très encourageant. Au-delà, en fait, de l'achat de vélos, ce que je trouve aussi très, 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 très intéressant, c'est qu'il y a une multiplication
des services autour du vélo. On est invité aujourd'hui par Asphalt, c'est très très intéressant. En fait, il y a quelques années, pas grand monde aurait imaginé qu'il y ait des startups de vélo de fonction. Aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs sur le marché. Il y a quelques années, on a vu aussi l'émergence d'acteurs du free floating, par exemple, qui sont aujourd'hui très très nombreux. On voit aussi de plus en plus d'opérateurs de trottinettes qui lancent eux aussi en complément des vélos électriques. Hein. C'est le cas par exemple de Dot ou de Tir qui veulent mettre le paquet sur le vélo. Il y a tous les services de vélo sur abonnement aussi qui commencent vraiment à émerger. En France, il y a Bloom, par exemple, il y a le néerlandais Swapfit, qui est sans doute le plus ancien et le plus connu. J'étais au téléphone il n'y a pas très longtemps avec les créateurs de Dance, qui est une startup allemande qui a été fondée par des anciens de SoundCloud, qui lance aussi un service de vélo sur abonnement. Il se passe aussi un tas de choses hyper intéressantes au niveau de la cyclo-logistique. Chaque semaine ou presque, je suis contacté par des startups qui s'intéressent à la question de la livraison du dernier kilomètre. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et même visuellement, dans les grandes villes, on voit de plus en plus de livreurs à vélo, et donc il y a tout un business autour de la livraison du dernier kilomètre en vélo cargo qui se développe, et je trouve ça très intéressant. Donc, en fait, c'est une période, je trouve, qui est hyper riche d'un point de vue journalistique, parce qu'il y a un tas de nouveaux acteurs qui s'intéressent au vélo, et il y a plein de nouveaux usages qui sont en train d'être créés, et je pense qu'on est vraiment au tout début de la vague. Je pense que dans les 5 ou 6 prochaines années, on va voir de plus en plus de services se développer, y compris des services proposés par des fabricants de vélos. Il y a quelqu'un de Cowboy chez nous, enfin aujourd'hui, qui pourrait nous en parler, mais non seulement les gens aujourd'hui veulent acheter un vélo, mais aussi veulent un service complémentaire. C'est-à-dire que si on a un pépin avec son vélo, on va avoir finalement des garanties pour qu'il soit réparé facilement, qu'il puisse éventuellement être retrouvé en cas de vol. Donc tout ça, moi je trouve ça vraiment très excitant. On est sur une verticale qui est en pleine explosion, et je pense qu'on devrait pas s'ennuyer dans les prochaines années. Qu'est-ce qui, pour toi, Adrien, a déclenché cette vague? Je pense que les infrastructures déclenchent l'usage assez massivement. Moi, je suis à Paris 3-4 jours par semaine, et je trouve ça assez frappant de voir le lien entre le développement des infrastructures et le développement de la pratique. Enfin, il n'y a pas de secret. Quand on crée des conditions beaucoup plus faciles pour circuler, les gens adoptent beaucoup plus facilement la mobilité électrique. Après, je pense qu'il y a aussi une prise de conscience écologique qui peut jouer chez pas mal d'utilisateurs. Il y a tout un imaginaire autour de la voiture qui est en train de s'effriter, et aujourd'hui, chez beaucoup de personnes, en fait, on s'aperçoit que la voiture, c'est quand même pas si efficace que ça en ville, alors que le vélo peut être d'une efficacité absolument redoutable. Et puis, en fait, je pense que les gens ont compris aussi que le vélo, c'était pas simplement un loisir. En France, ça a souvent été associé à un plaisir du dimanche, si je caricature un peu le vélo. Là, je trouve que culturellement, c'est très intéressant de voir à quel point la vision du vélo est en train de changer. Et c'est très frappant. Moi, je discute avec des startups, mais aussi avec beaucoup d'élus. Je me souviens, il y a 4-5 ans, quand je parlais parfois de vélo, on me rigolait au nez en me disant, bon, vous êtes pas sérieux avec vos histoires de vélo. Enfin, c'est pas en tant que tel un mode de transport, si j'ose dire. Et là, je trouve que c'est vraiment en train de changer. Il y a une génération d'élus qui, dans les grandes villes de France notamment, sont prêts à pousser le vélo. Et puis, il y a une demande aussi des citoyens qui est très forte. Il y avait un baromètre, par exemple, des villes cyclables qui a été lancé ces derniers mois. Il y a eu un nombre de réponses records de la part des citoyens qui, finalement, donnent des notes, entre guillemets, à la ville où ils habitent, pour dire, voilà, on n'est pas satisfait de telle ou telle infrastructure cyclable, et ça pousse vraiment aussi les élus, à construire des meilleurs aménagements. Donc tout ça va créer une dynamique, je pense, vertueuse dans les prochaines années. C'est vrai que ce sont des signaux. On en parlait en attendant l'ouverture de ce webinaire avec Camille notamment, qui disait que ça devenait aussi un critère de recherche quand on cherche un logement aujourd'hui, de savoir s'il y a un local à vélo. Je disais qu'on allait bientôt voir arriver un critère de filtre dans le Bon Coin quand on cherche ces logements. Ces signaux-là sont très intéressants parce que, comme tu le dis, ça montre que de manière fulgurante, le vélo est entré dans le quotidien des gens. Nous, on peut en témoigner avec Asphalt on a des clients qu'on a déployés il y a quelques mois. On vient de faire, par exemple,
un sondage intéressant au sein des utilisateurs chez BCG. C'est des centaines de kilomètres qui ont été parcourus en quelques mois par les utilisateurs parce qu'ils ont intégré le vélo au quotidien. Donc en fait, il y a quelque chose de très différent entre le vélo loisir avec les vélos souvent en Décathlon que tout le monde a dans son garage depuis des dizaines d'années et qui ne bougent que pendant 2 ou 3 jours dans l'année pour faire 4 ou 5 kilomètres. Et le fait d'adopter le vélo au quotidien, cette bascule s'est passée de manière très fulgurante et entraîne cette structuration du secteur. Est-ce que tu vois des aspects purement industriels, justement, bouger, voir des nouveaux enjeux arriver du fait de cette explosion de l'usage? Déjà, d'un point de vue industriel, je pense qu'il y a beaucoup de fabricants de vélos qui, à la fois, sont très contents de voir que la demande augmente, mais qui se sont aperçus ces derniers mois que c'était compliqué parce que il y a une vraie tension en fait dans l'industrie du cycle en ce moment. Il y a certaines pièces qui sont très compliquées à obtenir. Enfin, faut comprendre qu'un vélo il fait plusieurs centaines de pièces et il suffit que vous n'ayez pas votre dérailleur de votre fournisseur asiatique et en fait votre chaîne de production est à l'arrêt. Donc ça, je pense que c'est un vrai problème pour pas mal d'acteurs. Je pense aussi que d'un point de vue industriel, on est dans une phase intéressante parce que je pense qu'il y a énormément d'entreprises qui se disent bon, vraiment l'avenir c'est l'électrique et donc il faut vraiment qu'on étoffe notre gamme de vélos électriques. Et puis je trouve qu'il y a des sous-segments qui sont en train d'émerger et qui sont très 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 intéressants. C'est par exemple le vélo cargo. Quasiment tous les acteurs aujourd'hui réfléchissent à lancer des vélos cargo. Decathlon a lancé un long tail récemment. Moustache a des vélos cargo. Et c'est très intéressant de voir ces produits un peu haut de gamme parce que là on parle vraiment de vélos qui valent 2, 3, 4, 5 000 euros et qui sont utilisés aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Donc ça, je pense que c'est un des aspects, en tout cas moi, qui m'intéresse le plus. Et pour mesurer à quel point on est en retard, par exemple, dans un pays comme la France, il faut se dire qu'en 2020, en Allemagne, il s'est vendu 100 000 vélos cargo, dont quasiment 80 000 électriques. Donc c'est vraiment massif. Et je pense qu'il y a de belles opportunités de marché autour du vélo cargo dans les prochaines années. Au-delà de ça, il y a des structurations, consolidations assez intéressantes qu'on peut observer sur le marché parce que les très grands acteurs industriels, je pense au groupe Axel, je pense au groupe Pont, je pense au groupe Giant, qui font des acquisitions de marques, qui sont en train de créer des géants qui sont certainement, qui étaient déjà très gros, mais qui sont certainement le futur de ce qu'on peut, l'équivalent des grands constructeurs ou des grands groupements de constructeurs automobiles qu'on connaît aujourd'hui. Faut voir le nombre de marques et le volume traité par ces acteurs et d'autres. Tu le citais tout à l'heure, des acteurs comme TIR qui rachètent Nextbike et donc qui font des ponts entre du free floating de trottinette et un opérateur un peu historique de la mobilité vélo en ville. Je fais un petit clin d'œil à Smooth parce que j'ai vu que Laurent, tu avais rejoint le webinaire aujourd'hui, donc on a le fondateur historique de Smooth en ligne. C'est un monde en pleine restructuration industrielle aussi, consolidation. Je ne sais pas si toi, tu as remarqué aussi ces phénomènes. Si, il y a des alliances intéressantes qui voient le jour. Hein. Il y a des gros acteurs du vélo comme Pon qui sont derrière, je ne sais pas combien de marques. Après, malgré tout, ça reste un marché qui est très très hétérogène, le marché du vélo. Autant sur le marché automobile, par exemple, il y a une forme d'oligopole avec quelques gros constructeurs qui dominent vraiment le marché. Autant sur le marché du vélo, il existe des centaines et des centaines de marques. Et tout à l'heure, en présentation, tu montrais Voltaire. Le cas Voltaire est hyper intéressant. C'est une petite marque qui a été créée il y a quelques années. Bon, pour l'instant, c'est des petits volumes, mais c'est aussi un marché où il y a des nouveaux acteurs qui arrivent. Donc, il y a à la fois, je trouve, effectivement, cet effet consolidation autour de certains grands groupes du type Pon. Et puis après, il y a aussi des nouveaux acteurs qui émergent et qui sont vraiment capables de lever des fonds considérables pour se développer. Hein. Cette année, par exemple, un acteur comme VanMoof a levé plus de 100 millions de dollars. Un acteur comme Radpower a levé quasiment 300 millions de dollars. Je pense que dans les prochains mois, il y aura d'autres marques de vélos électriques qui seront en mesure aussi de lever des fonds. Donc, ça prouve aussi qu'il y a des nouveaux acteurs qui sont capables d'émerger. Mais
C'est qu'il apporte de l'innovation, c'est ça qui est intéressant. Quand tu as un Van Moof ou un Cowboy de Gaulle, ils apportent des vraies innovations à l'industrie du vélo. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant. Clin d'œil également à Gabriel, cofondateur de Voltaire, qui est également en ligne. Laurent, Gabriel, n'hésitez pas si dans la séance de questions-réponses tout à l'heure, vous voulez lever le bras, on peut même vous faire rentrer sur scène si vous avez des interactions, des témoignages à apporter. Qu'est-ce que tu remarques plus particulièrement aussi dans le domaine des services autour du vélo? Il y a une multiplication des services, mais vraiment à tous les étages. J'ai vu qu'il y avait des gens de chez Cyclofix, par exemple, qui étaient présents à ce webinaire. Je trouve ça très, très intéressant de voir un service dédié à la réparation de vélos émerger. Je pense qu'on peut créer encore un tas d'autres services pour améliorer finalement l'expérience des vélos, des utilisateurs de vélos. Un des services qui me paraît le plus important, c'est celui du stationnement. Par exemple, je pense qu'il y a plein de choses à créer autour du stationnement pour renforcer la sécurité des vélos. On a vu une boîte comme Sherlock qui a levé des fonds cette année et qui réfléchit spécifiquement à ce souci. Je pense qu'il y a des acteurs de l'assurance aussi qui se disent voilà, le prix des vélos augmente de plus en plus. Il y a peut-être des solutions vraiment adaptées qu'il faut développer pour sécuriser finalement les usagers du vélo en cas de vol. Et encore une fois, je le disais un peu tout à l'heure, mais au-delà d'acheter un vélo ou de louer un vélo sur la longue durée, il y a une vraie demande de service autour du vélo. Je pense qu'on est vraiment rentré dans l'ère du bike as a service, quoi. On ne se contente pas juste d'acheter un vélo, on veut une offre un peu clé en main, que ce soit pour les particuliers ou des gens qui utilisent des vélos de fonction, par exemple comme ceux d'asphalte. Au-delà d'avoir le véhicule, on veut un package complet, quoi. Et puis il y a autre chose qui m'intéresse, c'est que je pense qu'il y a des acteurs, par exemple de l'automobile, ou alors qui sont quand on pense à des acteurs du type Arval, etc., c'est des géants qui commencent à se dire tiens, nous on fait du leasing auto depuis très très longtemps, mais il y a un changement dans les usages, il faut qu'on s'intéresse par exemple aussi au vélo. Il y a des constructeurs aussi traditionnels, typiquement Porsche, qui vient de prendre une participation majoritaire dans une marque de vélo, quoi. Donc ça, je trouve ça intéressant de voir ces nouvelles alliances, parfois un peu inattendues, entre des acteurs de l'automobile et des acteurs du vélo. Très bien. Une petite question qui vient en ligne avant qu'on passe sur l'ouverture et qu'on interagisse aussi avec Karim et Patrick autour du stationnement. C'est vrai que c'est un des plus grands pain points que de stationner et donc de sécuriser son vélo. J'en parlais tout à l'heure dans les critères de recherche des logements aujourd'hui, de la recherche de vélo. Tu citais Sherlock tout à l'heure comme une des startups qui venait apporter des innovations sur le sujet. Est-ce que tu as d'autres aspects ou d'autres choses que tu voulais partager dans les innovations ou les démarches des villes ou des acteurs du parking que tu aurais pu détecter? Ouais. Je pense que c'est intéressant que des acteurs comme Sherlock émergent. Après, je pense que les responsables politiques ont aussi une vraie responsabilité aussi. J'étais il n'y a pas très très longtemps à Gand en Belgique. Vous sortez de la gare de Gand, il y a un parking à vélo absolument gigantesque et sécurisé, et ça change complètement la donne. Après, il y a des acteurs du parking en France qui s'intéressent aussi à la question du vélo. Moi, je vis à Lille. Il y a quelques semaines, Indigo a inauguré un parking à vélo sécurisé. Et je trouve ça intéressant de se dire aussi que des acteurs du stationnement plutôt automobile se disent à l'avenir, peut-être qu'il y aura de moins en moins de déplacements en voiture faits dans les villes. On a des infrastructures très très importantes dans toutes les grandes villes de France. Pourquoi pas dédier une partie non négligeable de 2 mètres carrés en sous-sol au vélo. Et effectivement, dans les logements aussi privés, ça devient un vrai enjeu, parce que quand on achète un vélo, et encore plus un vélo électrique, dans le prix moyen en France maintenant dépasse les 2 000 €. Donc ça reste des véhicules quand même assez coûteux. On a besoin, en tant que citoyen, d'avoir des vraies garanties sur les stationnements, parce que quand on fait un investissement entre guillemets de 2 000 €, on ne veut pas se faire piquer dès le premier jour son vélo. Et je trouve que autant sur la question des infrastructures, il y a entre guillemets des avancées en France. Il y a quand même pas mal d'élus des grandes villes qui se disent on va construire des pistes cyclables. Il y a une expertise qui est en train de voir le jour. Autant sur la question du stationnement, je trouve que ça reste encore en France, en tout cas, un des angles morts des politiques cyclables, alors que c'est fondamental, parce que faire du vélo sur des pistes cyclables, c'est formidable, mais si vous pouvez pas stationner votre vélo une fois arrivé sur votre lieu de travail ou une fois arrivé chez vous, c'est quand même problématique, et ça reste un vrai frein
au développement du vélo. Et au-delà de ça, ça reste aussi un frein au développement du marché en tant que tel, parce que quand vous avez peur de vous faire voler votre vélo, peut-être que vous n'en achetez pas tout simplement, quoi. Alors que quand vous avez l'assurance d'avoir des parkings sécurisés où que vous alliez, que ce soit au travail ou chez vous, ça lève un frein considérable et beaucoup plus facilement vous allez vous dire tiens, je vais acheter un vélo, ou alors je vais louer un vélo chez Bloom 6 mois par an parce que je suis à Paris 6 mois par an pour une mission, par exemple. Donc encore une fois, je pense que c'est un vrai défi et je trouve qu'on n'en parle peut-être pas assez. Oui, et là, pour apporter un petit témoignage, c'est on voit que les acteurs, les villes, les opérateurs de parking, les entreprises font beaucoup pour faire avancer le sujet. À la décharge de ces acteurs-là, c'est des sujets qui ne sont pas des sujets de service, ou qui sont même beaucoup plus complexes à déployer que des coronapistes de vélo. C'est de mettre en place des parkings, c'est des infrastructures, c'est des équipements, et c'est également des problématiques de marché public, parce qu'en fait, les opérateurs type Indigo aimeraient aussi déployer beaucoup plus de places de parking vélo, mais simplement il faut qu'ils en aient le droit. Et pour en avoir le droit, c'est pas juste la ville qui le décide, c'est la ville qui doit lancer un marché, parce que le marché de ce fait aura changé, et que donc les compétiteurs d'Indigo doivent pouvoir dire leur mot. Donc ce sont des sujets assez complexes à faire bouger, et on peut reconnaître les progrès très rapides, parce que, encore une fois, moi je prends souvent cet exemple il n'y avait pas de parking à vélo à la Défense avant Covid. À la sortie du premier confinement, il y avait le plus gros parking à vélo de France par le reformatage d'un parking Indigo. Donc ce sont des premières pierres posées, et l'infrastructure ne va pas aussi vite que le développement de l'usage, ça c'est certain. Et il y a de gros enjeux, surtout effectivement que le prix moyen de ces objets et de ces véhicules explose, parce qu'on monte en gamme, on n'est pas sur un marché qui se paupérise, on est sur un marché qui monte en gamme. Ouais. Et puis après, plus il y a d'usage, plus et les élus et les entreprises à mettre en place du stationnement. Enfin, moi, je le vois dans ma propre entreprise. On est de plus en plus nombreux à venir à vélo. Et quand on a déménagé, le parking à vélo a été agrandi, en fait. Donc, je pense que les choses sont en train de changer aussi, mais ce qui est compliqué avec le stationnement, effectivement, c'est que ça prend du temps. Je vous disais, j'étais à Gand récemment, il leur a fallu plusieurs années pour construire un parking à vélo de plusieurs milliers de places à proximité des gares. Et j'insiste sur la question des gares aussi, parce que faire du vélo, c'est formidable, mais la complémentarité train-vélo est hyper importante, et ça explique en grande partie, par exemple, la réussite des Pays-Bas. En France, on a un vrai problème de stationnement à proximité des gares ou des stations de métro ou de tram. Ça, c'est un vrai enjeu. Et des poids lourds comme la SNCF ou la RATP, je trouve qu'ils traînent parfois un peu des pieds, alors que les besoins sont hyper importants. À proximité des grandes gares dans les grandes villes de France, il devrait y avoir des emplacements considérables pour le vélo, et pour l'instant, c'est loin d'être le cas. Excusez-moi, messieurs, je rentre un peu dans le jeu, mais le temps tourne, et on va devoir faire la transition avec notre deuxième partie de table ronde, qui est découvrir. Et donc, je vais inviter Adrien, tu es déjà là, donc c'est parfait. Karim et Patrick à nous rejoindre sur cette partie justement de l'après-Covid. Jean-François, je te laisse reprendre la main. N'hésitez surtout pas, j'insiste sur les questions, mais je vois qu'il y en a qui ont déjà posé des questions. Merci beaucoup. On pourra les reprendre à la fin de ce talk. Merci Camille de nous ramener dans le bon chemin. Je suis timekeeper, en fait, je sers à ça. Merci Karim et merci Patrick de nous rejoindre. Qui commence? Patrick, tu commences par te présenter? Oui, je me présente. Donc, Patrick Guinard, je suis le président de l'APIC, l'Association pour la promotion de l'identification et des cycles, une association, je dirais, une première mondiale, parce que ça réunit les usagers du vélo avec la FUB, ainsi que les industriels commerçants qui sont l'Union Sport et Cycle. Et donc ça, c'était les membres fondateurs. Et depuis, on a l'ensemble des associations du vélo qui participent au développement du vélo, comme Club et Ville et Territoire au niveau des collectivités, Vélo et Territoire, la FFC, FF Vélo, les 3F, et plein d'associations qui nous ont rejoints
pour supporter la PIC, où la PIC, c'est l'identification, c'est la gestion justement du fichier unique d'identification des vélos. On parlait tout à l'heure du problème du vol. J'ai envie de dire que demain, c'est un peu comme la vaccination. Plus il y aura de vélos identifiés, moins il y aura la possibilité de les voler. Mais surtout, il y aura la possibilité de les retrouver. Et croyez-moi, dans certains commissariats, ils sont très heureux de savoir qu'on va pouvoir mettre un propriétaire sur un vélo. Parce que souvent, ils ont des vélos, mais ils ne savent pas à qui les donner. Donc ça, c'est un souci. Et la PIC porte aussi et j'en profite pour faire un peu de promotion, mais à vélo, c'est-à-dire la fête du vélo pendant tout le mois de mai, qui regroupe l'ensemble des petites fêtes qui peuvent se passer un peu partout. Et en 2021, en pleine période Covid, on a réussi à faire plus de 1500 événements. Et cette année, en 2022, on espère en faire 3000. Donc, rejoignez-nous pour faire ça, ça va être exceptionnel. Donc ça, c'est un de mes rôles. Et puis en même temps, donc tout à fait bénévole en plus. En même temps, il faut bien que je puisse me nourrir, comme on dit. Donc, je suis aussi président de Velox, qui est fabricant, je dirais, assembleur de roues, qui est fabricant aussi de fonds de jantes, de kits d'entretien, de kits aussi de réparation. Une société toute nouvelle parce qu'elle a été créée en 1903, pas par moi, ou alors je vous donnerai les produits. Mais je suis aussi président de Spécialité TA, une société aussi qui a été fondée en 1947 et que j'ai racheté il y a 3 ans, qui était complètement, je dirais, à la dérive et que nous avons remonté progressivement parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai marché du vélo qui est là, qui est présent et on peut faire beaucoup de choses. Merci Patrick. Karim, quelques mots pour te présenter, et même si on ne présente plus trop, présenter Cowboy quand même, et en tout cas ce que devient Cowboy. Oui, bonjour, merci pour l'opportunité de parler ici. Donc, je suis un des cofondateurs de Cowboy, je suis en charge de toute la partie, on va dire, développement, ingénierie du vélo. Cowboy, je dirais que c'est une marque de vélo électrique, mais on essaye de se séparer un peu de ce côté vélo électrique et de se mettre vraiment du côté mobilité et dire, voilà, on est une marque de mobilité et notre but n'est pas juste de vendre un vélo électrique, mais c'est de vendre quasi un écosystème, de vendre une expérience à nos utilisateurs. Donc, ça passe par l'expérience d'achat du vélo, le vélo en lui-même, mais aussi tout ce qui se passe une fois que le vélo a été acheté. Et donc, avec le vélo, on a développé une application qui permet d'acheter son assurance directement en ligne sur l'application avec le vélo, de voir évidemment tout ce qui se passe avec le vélo, de retrouver son vélo si on se fait voler, d'avoir une assistance en cas de chute ou en cas de dégâts sur le vélo. Et il y a encore énormément de nouvelles, on va dire, opportunités qui s'offrent à Cowboy dans le futur pour le développement continu de son application. Donc voilà, l'objectif, pour nous, c'est pas juste de vendre un objet, mais vraiment de fournir un service dans la durée aux utilisateurs de notre vélo. Très bien. Merci Karim. On va commencer par toi. Quel témoignage peux-tu apporter de ces 18 derniers mois, 18-24 derniers mois, avec l'accélération de ce marché qui en plus vient se doubler d'un double effet ciseau, de l'accélération de Cowboy tout court, qui en était à son modèle 3 et qui a eu un énorme succès parce que super réussite de vélo. Donc, comment vous avez pu gérer ce double effet de levier qui a vu exploser vos volumes, vos ventes, votre distribution, etc. Ouais, alors ce qui est assez intéressant, et je pense qu'aussi Cowboy, c'est une marque européenne, on est basé en Belgique. Le marché du vélo électrique, en fait, il est plus mature ailleurs qu'en France. Donc là où on est en Belgique, mais aussi aux Pays-Bas, en Allemagne, la maturité du vélo électrique est quand même un peu plus grande. Et donc nous, on avait déjà des volumes qui étaient quand même significatifs. Et malgré le Covid, on planifiait déjà même avant de savoir qu'il y avait le Covid, on planifiait déjà une croissance assez forte. Ce qui s'est passé avec le Covid, c'est que la croissance s'est accélérée de 1, mais surtout, la supply chain a été complètement écrasée par, d'un côté, la demande et de l'autre côté, les plus faibles capacités de production dues au Covid.
Et donc, je ne vais pas aller plus loin que notre expérience à nous, qui est que on a développé notre nouveau vélo pendant l'année 2020 et commencé l'industrialisation, je dirais, à la fin du premier quadrimestre 2021. Et on n'a pas réussi à produire nos premiers vélos jusqu'à il y a 2 semaines. Nos plans, c'était de commencer à notre production en septembre, voire fin août. Et on a dû attendre fin novembre pour commencer à produire nos vélos. Pourquoi ? Ça pour le V4, tu veux dire ça, hein, c'est pour votre nouveau modèle. Exactement, pour le dernier modèle, donc avec des nouvelles pièces, etc. Et ça, c'est le problème, c'est qu'en fait, on s'est retrouvé face à une supply chain qui était complètement contrainte, où tous on va dire les fournisseurs de rang 1, mais tout leur rang après avaient des problèmes d'approvisionnement, que ce soit de matières premières, que ce soit de personnes, ne pouvaient pas ouvrir leurs usines comme elles le voulaient, tous les coûts ont énormément augmenté. Donc, on s'est retrouvé dans une situation dans laquelle il y avait une énorme demande de vélos, mais peu de capacité de production. En fait. Très bien. Patrick, comment ça a été vécu chez toi avec ta casquette industrielle avant même, et on pourra revenir sur l'aspect APIC également lié au volume, mais en tant qu'industriel sur les roues de vélo, sur les pièces, comment as-tu vécu cette période ? Est-ce que tu as pu, est-ce qu'elle était anticipable ? Comment as-tu pu l'affronter ? Alors, celui qui était capable d'anticiper le Covid, il n'y a pas eu que le Covid. Si tu le connais, tu me le montres, hein, parce que on lui fera une statue, pas vraiment sympathique, mais on lui fera quelque chose. Non, je pense que c'était pas anticipable. C'était pas anticipable d'avoir d'un seul coup cette explosion du marché. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu des tensions à un moment donné sur la fabrication de vélos. C'est quand vous avez un marché, parce que là, on réfléchit France, mais la vision, c'est pas France, c'est mondial. Le marché mondial a explosé. C'est-à-dire que oui, en France, on était très en retard. Oui, il y a eu une très grosse explosion, mais dans les autres pays aussi. Ça faisait des années, par exemple, que le marché américain était amorphe et qui perdait des quantités tous les ans. Quand on écoutait le marché américain, ça perdait tous les ans. La preuve, avant, il y avait un salon énorme qui s'appelait Interbike, et le marché était tellement moins présent qu'Interbike, il n'existe plus. Et d'un seul coup, ce marché américain a aussi explosé d'un seul coup. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que l'ensemble des acteurs mondiaux ont eu des demandes de plus de 100%. Et quelle est l'industrie, quelle qu'elle soit, quelle est l'industrie qui est capable du jour au lendemain, d'un claquement de doigts, de répondre à la demande ? C'est impossible. Donc oui, il y a eu des tensions. Il a fallu trouver des systèmes D pour pouvoir y arriver. Après, j'ai envie de dire, c'est quelque part, on se dit que c'est dur, compliqué et tout ça, et c'est un réel bonheur. Parce que quand vous allez voir tous les résultats de toutes les entreprises de vélo, vous allez vous dire, ok, on dit qu'on n'arrive pas à fabriquer, on dit qu'on n'arrive pas à livrer, on dit et pourtant, tout le monde va avoir augmenté de 20, 25 ou 30% de business. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un minimum de la vente et surtout de l'augmentation des choses. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont augmenté plus de 50% de vente de vélos. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on livre. Je discutais ce matin, vous voyez, pas très loin, hein, ce matin à 8h, au petit déjeuner, avec le président de Shimano. Président de Shimano. On ne l'avait pas encore cité, mais vas-y. André Guettem, qu'on peut citer parce que c'est un monsieur du vélo en France. André, ils ont vendu plus de 50% de leurs produits, d'augmentation de produits par rapport à l'année dernière. Donc après, on peut dire, ah bah oui, mais il n'y a pas de produits, tout ça, 50% plus. Quelle est l'industrie aujourd'hui qui est capable de supporter ce genre de choses ? C'est ça, en préparation, tu me disais qu'ils devaient avoir à faire face à au moins 70% d'augmentation de demande et qu'ils réussissent déjà à servir 50%, c'est un défi incroyable.
Moi je les admire, hein, parce que c'est compliqué de faire ce qu'ils font, d'accord? Moi, je ne suis pas là pour tirer sur l'ambulance, au contraire. Moi, je dis que c'est formidable ce qu'ils ont fait. C'est, à un moment donné, il faut qu'on regarde le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Oui, il y a une demande très très forte, mais après, j'ai envie de vous dire, c'est un peu les règles du business faussées. Alors, pourquoi je dis ça? Je dis qu'une personne dans une ville va aller voir 5 magasins pour dire j'ai besoin d'un vélo. Ces 5 magasins-là, ils disent ah, j'ai la vente de 5 vélos. Ils vont aller commander 5 vélos à leur constructeur. Seul problème, c'est que devant, il y a toujours un client. Et là, ce qui est assez surprenant aujourd'hui maintenant, c'est que il y a beaucoup de magasins qui ont beaucoup de vélos aujourd'hui. Si vous voulez des vélos, il y en a plein. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les constructeurs sont en train de rattraper leur retard aussi. Et donc, ils sont en train de livrer énormément. Et là, à partir de ce moment-là, ils ont plein de vélos. Donc, si vous voulez des vélos, il y en a plein. Mais dépêchez-vous. Mais dépêchez-vous. Non, mais dépêchez-vous. Et pas encore, parce qu'il y a toujours un client qui a été voir 5 magasins. Donc, vous voyez, c'est l'effet de la demande. C'est quand, à un moment donné, j'ai connu ça à une époque, quand j'étais dans la communication et qu'on a lancé Apple en France, on regardait, on disait ah, il y a une demande, tout le monde en veut. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait de la pénurie. Okay. Et quand il y a de la pénurie, on a l'impression que le marché est énorme. Le marché est là, est présent, il augmente. Il augmente grâce à ce que disait tout à l'heure notre journaliste préféré. Adrien, cherchez son prénom, merci. Adrien, c'est grâce aux usages et grâce aussi à la possibilité de l'usage. La France, comme je disais aussi en début, en off, c'est la culture du Tour de France et pas la culture du vélo. Grâce, quelque part, c'est difficile à dire, hein, mais je vais le dire, grâce au Covid, ça nous a permis de commencer à comprendre ce que c'est la culture vélo. Et grâce au Corona Piste qui a été mis en piste, ouais, voilà, ça nous a permis d'un seul coup de dire ah, il y a un vrai usage du vélo. Et si on donne les moyens au vélo de rouler en toute sécurité, et là on a encore du boulot, énormément, de rouler en toute sécurité, les gens vont utiliser le vélo. Et on va de plus en plus utiliser le vélo. Et à partir de ce moment-là, on va avoir une demande de plus en plus forte. À nous, après industriels, de s'organiser. Aujourd'hui, c'est vrai qu'une grosse partie des produits vélos viennent de l'Asie. C'est une des problématiques. Aujourd'hui, il y a un député qui a été nommé par le Premier ministre pour étudier la filière économique vélo. Et justement, dans ce cadre-là, sa réflexion, c'est de dire comment on peut réindustrialiser la France pour faire du vélo. Donc, il y a aussi, de la part des pouvoirs publics, une prise de conscience qu'à un moment donné, en France, on était leader de faire des vélos dans les années 80, et tout ça, c'est parti dans un autre pays, ailleurs, et tout ça. Maintenant, est-ce qu'on peut rattraper ce retard? Est-ce qu'on peut faire des choses en France? Et qu'est-ce qu'on doit faire? Tout à l'heure, j'ai écouté Adrien qui disait des choses fort justes. Aujourd'hui, il y a un marché qui est en plein essor, qui s'appelle le vélo cargo. Et le vélo cargo, c'est un des moyens aussi pour réindustrialiser la France sur le vélo. Pourquoi? Parce que le vélo cargo, c'est une masse. C'est quelque chose de gros, quelque chose qui prend de l'espace dans le transport. Et souvent, c'est des vélos aussi qui doivent être adaptés par rapport aux besoins. Et tout à l'heure, Adrien le disait aussi par rapport à la logistique. Et donc là, il y a des trucs à faire tout autour. Et il faut être au plus près du consommateur. Et quand j'entends les chiffres de 100 000, qui sont tout à fait les chiffres vendus en Allemagne, je dis qu'en France, aujourd'hui, on va tourner autour de 20 000, je pense, cette année, entre 10 et 20 000 à peu près vélos cargo vendus en France. Je dis, le marché, il est devant nous. Et il y a encore plein de choses à faire. Et on sait faire des choses. La preuve, quand Smooth s'est lancé à faire pour le Vélib, tout
tout le monde disait ah là, ça va être compliqué et tout ça. Et Laurent, il a fait un truc formidable et incroyable. Mais il l'a fait aussi avec des acteurs français qui s'appelaient Arcade et la manufacture française du cycle, qui sont assembleurs, mais qui ont fait des choses aussi importantes. Donc, on a, au niveau industriel en France, on a une carte à jouer aujourd'hui. Et il ne faut pas qu'on réfléchisse uniquement aussi marché français. Il faut qu'on réfléchisse marché européen. Comment la France peut s'inscrire dans une vision européenne du vélo. Et là, je pense qu'on peut construire des usines intéressantes. On peut relancer aussi des usines intéressantes. Il faut savoir qu'en France, quand même, on a Manufacture française du cycle qui fait plus de 450 000 vélos. On a Cycle Europe, on a Moustache, on a Arcade, et j'en oublie sûrement, et il y en a qui vont me rappeler à l'ordre après, mais je ne le fais pas exprès, mais on a déjà des choses à faire. Mais on peut encore continuer. Maintenant, il y a aussi des composants autour du vélo qu'on peut aussi fabriquer en France, mais il y a des choses qu'on ne pourra jamais faire en France. Et on sera obligé de continuer à les acheter en Asie. Pourquoi ? Parce que question de coût, question de prix et question aussi, pour certains trucs, de brevets. Merci Patrick. Le temps file, on va prendre vos questions et en même temps, Adrien, as-tu une ou deux questions à poser spécialement à Karim ou à Patrick ? Attends, ton micro est coupé. Voilà. Ce que je retiens de la crise, c'est que ça pose vraiment la question de la supply chain, quoi. Comment on fait quand on est un producteur européen de vélos pour être en mesure de fournir autant de vélos qu'on le souhaite à ses clients. Et en fait, je me dis que cette crise est compliquée à gérer pour pas mal d'acteurs européens du vélo parce que effectivement, il y a une dépendance à certaines pièces qui sont fabriquées exclusivement en Asie. C'est effectivement aussi compliqué de faire venir des vélos dans des containers dont les prix flambent, etc. Mais je me dis aussi que dans un sens, c'est peut-être aussi un rappel qu'on a été trop longtemps hyper dépendant de l'Asie. Et je me dis que c'est aussi une belle opportunité de réindustrialiser pas mal de savoirs qu'on a exportés en fait en Asie et notamment en Taïwan ces dernières années. Donc j'espère vraiment que ce sera vraiment un déclic. Parce qu'encore une fois, l'Europe, c'est un marché vraiment pionnier en matière de vélo. Ils se vendent davantage de vélos, par exemple, en Europe qu'aux États-Unis. Donc, il y a vraiment moyen de faire émerger des beaux acteurs du vélo en France et plus généralement en Europe. Cowboy, c'est une boîte belge et je trouve ça formidable de voir qu'il y a des nouveaux acteurs comme ça qui émergent. Donc, je me dis, profitons de cette crise pour réindustrialiser des savoirs qu'on a perdus un peu absurdement, parce qu'encore une fois, le vélo a vu le jour en Europe, c'est sans doute en Europe qu'il y a l'usage le plus fort, c'est sans doute dans les villes européennes qu'il y a la plus forte volonté aussi de réduire la part de la voiture et de faire plus de place pour le vélo, donc fonçons. Si je peux juste rebondir là-dessus, parce que je trouve ça intéressant et je suis tout à fait d'accord avec le côté ramener l'industrie en Europe. Donc chez Cowboy, c'est quelque chose qu'on essaye de faire un maximum. Bon, après, on est moins franco-français, on va dire, et on considère plus l'Europe dans sa totalité. Mais en fait, il y a deux manières de le faire et il faut le faire de manière intelligente. C'est-à-dire que essayer de ramener ce qui est fait en Asie en Europe et le faire de la même manière qu'en Asie en Europe, ça ne marchera pas. Notre industrie n'est pas la même. Nous n'avons pas les moyens de faire les choses de la même manière. Et donc, il faut passer par ce gap technologique. On a de l'industrie en Europe et on a de l'industrie en Europe qui marche très, très bien et qui est très, très efficace, principalement dans le monde de la voiture, en fait. Et donc, il faut arriver à ramener la production en Europe, mais pas avec les méthodes asiatiques, mais avec nos méthodes européennes et donc potentiellement plus proches de ce que fait l'industrie de la voiture. Et je pense que ce sera ça la clé d'arriver à avoir une réindustrialisation réelle du vélo en Europe. Un commentaire, Patrick ? Moi, il y a un exemple qu'on peut prendre aujourd'hui qui est quand même fort intéressant et que je regarde avec des grands yeux. C'est aujourd'hui Seb qui se met à fabriquer des vélos. C'est-à-dire, je transforme une usine de friteuse en une usine pour faire des vélos. Et là, c'est une vraie réindustrialisation, c'est une vraie transformation aussi de certaines usines. Et c'est vrai que je suis d'accord avec Karim, c'est qu'aujourd'hui en France, on a des accessoiristes auto qui sont tout à fait capables
de faire des choses aussi dans le vélo. Moi, je suis un accessoiriste du vélo. Hein. Nous, on fait, et Laurent, il le sait, parce qu'il nous avait confié cette charge à une époque de faire toutes les roues du Vélib. Et on fait à peu près 150 000 à 160 000 roues par an dans notre petite usine de la Guerche de Bretagne. OK, mais et parce que comme ça a permis qu'il y ait moins de roues étrangères qui viennent. Avant, il y avait beaucoup de roues qui étaient achetées aussi en Asie ou ailleurs. Et j'ai réussi à avoir des prix complètement adaptés en poussant certaines choses, en refaisant les process. Et donc, on a réussi à être hyper compétitif sur la partie roue. En plus, en achetant des jantes chez Maquin avec les rayons Maquin de français. Donc, on a des choses à faire. Et je pense qu'il y a un exemple aussi important qu'on oublie des fois, c'est Bosch. Bosch, c'est avant tout, ils viennent de l'automobile. C'est-à-dire, c'est la branche automobile Bosch qui, à un moment donné, s'est dit « Ah, il y a un truc à faire dans le moteur vélo ». Et aujourd'hui, ils sont leaders dans le moteur vélo parce qu'ils ont investi énormément de choses dans cette partie-là. Mais Bosch n'était pas dans le vélo avant. Il y a 3 ans, 4 ans, ils n'étaient pas dans le vélo. Ils sont arrivés par l'intermédiaire parce que Bosch, à un moment donné, ils avaient tellement de tensions dans le monde de la voiture, ils ont dit il faut qu'on s'ouvre à autre chose, et ils sont venus dedans. Et à nous aujourd'hui, ou aux industriels de l'automobile, de se poser à un moment donné les bonnes questions et de se dire le marché du vélo, c'est l'avenir. L'avenir du transport, de la mobilité de demain, c'est le vélo, c'est pas la voiture. Si, Adrien. Ça dépend de l'endroit où on vit, ça dépend aussi des trajets qu'on a à faire au quotidien. Enfin, je pense qu'il ne faut pas forcément. Je dis ça ne sera pas monolithique. Voilà. C'est ça. Non, et moi, ce que je retiens aussi, c'est que je pense que l'Europe a une carte à jouer dans le haut de gamme aussi, parce qu'en fait, c'est très compliqué de rivaliser avec l'Asie pour faire du vélo entrée de gamme, quoi. Et je trouve que le vélo électrique, de ce point de vue-là, est plus cher et il y a entre guillemets, il y a plus de valeur ajoutée dans le vélo électrique. Et je trouve que, en tout cas, pour le segment en particulier du vélo électrique, là, les Européens, ils ont sans doute davantage une carte à jouer que dans le vélo mécanique ou enfin, faire des vélos à 300 € en Europe, honnêtement, le jeu ne vaut pas trop la chandelle. Enfin, les Asiatiques feront ça à des coûts beaucoup moindres, en fait. Mais en revanche, vraiment, pour le vélo électrique, je pense qu'il y a une vraie opportunité. Au Portugal, ils arrivent quand même à faire des vélos à pas cher, hein, quand même. J'y étais la semaine dernière, donc je peux vous le dire. J'ai vu des choses vraiment très, très intéressantes. Mais là, où je suis, Adrien, complètement, c'est la vision d'avoir des vélos moyens haut de gamme en France. Après, j'ai envie de parler de quelque chose, c'est aussi l'identification avec la notion du carnet d'entretien et la notion de l'Argus. Vous voyez, je veux dire, c'est qu'à un moment donné… Et on terminera là-dessus, Patrick, parce qu'on va arriver au bout de notre webinaire. Mais vas-y. Désolé. Mais je trouve qu'aujourd'hui, justement, on a des vélos de plus en plus haut de gamme. Nos vélos sont uniques un peu. Et à un moment donné, il va y avoir aussi dans le vélo un marché de l'occasion qui va tourner. Et ce marché de l'occasion aussi, avec ces vélos haut de gamme, je pense qu'il faut qu'on arrive à que les vélos maintenant aient un carnet d'entretien. C'est-à-dire que les vélos soient suivis pour qu'ils aient à un moment donné une notion de l'Argus et qui fasse que les vélos, on puisse les retrouver en deuxième main et qu'on puisse les utiliser pour les gens qui ont peut-être un peu moins de moyens. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui peuvent acheter des vélos neufs assez chers et puis que ces vélos-là, ils ont une vie qui continue avec d'autres personnes et avec un Argus qui soit justifié et correct. Il y a d'ailleurs plusieurs initiatives sur l'Argus du vélo depuis presque 2 ans, dont certaines startups que j'avais pu incuber dans une ancienne vie. On va finir sur une dernière question et puis après on… Ah ouais, t'as envie d'encore relancer le débat, toi. On se quittera. Non, mais j'ai pas envie de laisser cette pauvre personne poser une question et ne pas répondre. En plus, c'est hyper intéressant, donc j'ai envie de connaître aussi votre avis. Pensez-vous que ce sont les entreprises, question de Vincent, pensez-vous que ce sont les entreprises qui détiennent les clés du développement massif du vélo, parking, subventions, formation, etc.
Il y a un programme Alvéole 2 aujourd'hui qui est justement pour mettre les parkings en place dans les collectivités. Aujourd'hui, il y a la SNCF aussi qui a un programme fort de parking où l'État leur a imposé d'avoir des places de parking dans les gares. Je sais par exemple qu'il y a la gare de Chartres qui est en train de se transformer, qui est justement pour accueillir les vélos. Mais là, je suis d'accord avec Vincent que il faut que, je dirais, qu'il y ait une politique de l'État pour pouvoir le faire. Et là où on le sait, où ça a fonctionné, où le vélo s'est bien développé, c'est là où dans les pays où il y a eu un plan vélo. Et aujourd'hui, depuis qu'on a mis un plan vélo, on commence à développer le vélo. Et il faut que le plan vélo en France soit plus fort. Et là, je vais finir sur quelque chose qui ne sera pas du tout politique, quoique. Aujourd'hui, quelle est la personne présidentielle qui veut se présenter comme président à un plan vélo dans ses arguments. Et ça, c'est quelque chose que nous, on doit tous pousser, quels que soient nos endroits où nous sommes, ou tous les politiques qu'on peut connaître, pour qu'ils mettent dans leur programme un vrai plan vélo et avec vraiment une vraie enveloppe. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir développer l'ensemble d'usages vélo, des parkings et autres. Et c'est ça qui fera la différence et c'est ce qui a fait la différence quand vous regardez dans le Benelux et ailleurs. Je vais compléter la réponse de Patrick parce que Vincent interpellait encore plus spécialement le rôle des entreprises. Je m'étais exprimé sur le sujet dans une tribune que les Échos avaient repris il y a 15 jours. C'était qu'on l'oublie souvent, mais c'est bien l'employeur, qu'il soit privé ou public, qui rythme en grande partie la mobilité des villes. C'est eux qui décident où ils s'implantent, c'est eux qui décident des horaires, c'est eux qui décident de la mobilité, de rembourser tel ou tel type de transport ou pas, etc. Et donc, ils ont un pouvoir qu'ils ont parfois oublié eux-mêmes sur et c'est eux aussi qui décident s'il y a une politique de télétravail ou pas. Et donc, ils ont un pouvoir énorme qui existe de manière ancestrale. Au début de l'industrialisation, il y avait les bus qui appartenaient aux entreprises, qui allaient chercher les collaborateurs des usines chez eux, etc. Aujourd'hui, ça se passe autrement. Il y a des transports en commun, mais il y a aussi des vélos, etc. C'est typiquement le positionnement d'Asphalt, mais c'est vrai aussi sur tout ce qui va être plan FMD, crédit mobilité, covoiturage. Le rôle des entreprises est énorme et là pour aider l'État, parce qu'on en demande beaucoup au territoire et à l'État, de plans vélo, des politiques vélo, etc. Et en fait, tout ce que l'on peut demander, je crois, c'est déjà de très bien s'occuper des infrastructures et d'aider les entreprises ou d'aider directement les citoyens à switcher d'une mobilité moins durable et d'une mobilité moins choisie, etc., à une mobilité plus durable et mieux choisie. Et juste avec des politiques telles qu'elles existent aujourd'hui, qui peuvent être amplifiées sur de retirer des taxes, apporter des remises d'impôts sur les gens qui vont s'engager plus que d'autres dans ces démarches, est largement suffisant. Et dans ces cas-là, eh bien, on ne vient pas peser sur l'économie du pays et son impôt, mais on vient faire levier des moyens qui existent dans l'entreprise pour accompagner les collaborateurs. Et je terminerai là-dessus, c'est une responsabilité, on le dit pas assez, c'est que l'entreprise est responsable et même pénalement des déplacements de ses collaborateurs sur leur trajet domicile-travail, qu'ils viennent avec leurs propres moyens, qu'ils viennent à pied, à métro, en bus ou avec un vélo de fonction, avec une voiture de fonction, l'entreprise est responsable pénalement. Si elle ne leur a pas permis d'avoir le véhicule le plus adapté, bien entretenu, assuré, sécurisé, qu'il leur appartienne ou pas, eh bien, il y a eu des affaires qui sont allées très loin sur des gens qu'on faisait bosser beaucoup trop, qui n'avaient pas assez de repos et qui avaient un accident. C'est la responsabilité de l'employeur. Et pour éviter d'en arriver là, le mieux, c'est d'accompagner effectivement ses collaborateurs vers cette politique de mobilité plus durable et plus sécurisée. Je vais arrêter mon prêche, mais c'est un sujet qui me tient à cœur et qui, je pense, a beaucoup de sens dans la responsabilité des employeurs. Merci, grand merci. On a un tout petit peu dépassé, mais c'était le dernier de l'année. On s'est permis. Et puis, désolé, on était
beaucoup et on n'a pas pu laisser beaucoup de temps à tout le monde. Je pense que ça vaudra la peine de vous réinviter, que ce soit Patrick, Karim, Adrien, pour des focus plus spécifiques. On n'a pas pu répondre à toutes les questions. On essaiera de compléter lors d'un prochain webinaire. Surtout que la dernière question, elle est aussi très intéressante. Le truc ne s'arrête jamais. Intéressante. Merci. Et puis, on a des questions d'experts. Merci, Laurent, de ta contribution aussi sur le chat. Ça a été une année superbe. On a lancé ces webinaires en mars. Vous êtes toujours une cinquantaine, soixantaine. On est monté jusqu'à 100 personnes en ligne. On continue tous les mois à animer cette communauté autour de la mobilité corporate, du vélo, des acteurs de la mobilité et parfois même de la démobilité. On vous souhaite à tous, avec l'équipe Asphalt, avec nos intervenants, une très belle fin d'année. On se revoit en 2022, donc passez de très bonnes fêtes, profitez de vos familles, parce que l'année 2022 va être encore plus de vélo que l'année 2021, je vous parie. Merci à tous et merci aux invités et à l'année prochaine. À bientôt. À bientôt à tous. Au revoir. Au revoir.